En 48 heures seulement, une région décrite comme figée depuis 50 ans a changé de visage. Là où s'accumulaient rapports d'échecs, promesses lointaines et dépendances chroniques, l'offensive conduite depuis le Burkina Faso a imposé un tempo entièrement nouveau, cassant une inertie que l'on croyait définitive. Que révèle vraiment ce renversement fulgurant à ceux qui suivent de loin l'actualité sahélienne, et comment la stratégie d'Ibrahim Traoré redistribue-t-elle les cartes du pouvoir régional? Derrière ces chiffres froids, un Sahel différent commence à se dessiner, plus dense et plus exigeant. Ce récit n'a rien d'un simple retour sur opération. Il porte la promesse d'expliquer pourquoi une région longtemps considérée comme dépendante a soudain repris l'initiative. Comprendre ce basculement offre un cadre clair pour lire le Sahel autrement, sans les filtres habituels. Ce qui est en jeu dépasse la tactique. C'est la possibilité, rare, d'observer comment une décision redevenue locale peut transformer l'équilibre du risque, redessiner l'autorité et rompre un cycle vieux de plusieurs décennies. Chaque élément du renversement d'octobre 2025 éclaire un enjeu plus vaste. La vitesse de réaction, la cohérence technique, la confiance retrouvée et la manière dont une coalition sahélienne peut fonctionner sans pilotage extérieur. Et si l'on suit la logique froide des faits, une question surgit presque d'elle-même. Comment une région épuisée a-t-elle pu, en si peu de temps, imposer une dynamique nouvelle? Cette interrogation agit comme une question initiale qui s'impose naturellement essentielle. Elle conditionne tout ce qui va suivre, car elle révèle l'enjeu réel du récit. Mesurer ce que signifie concrètement un Sahel qui cesse d'attendre et commence à décider. En moins de 48 heures, l'Alliance sahélienne a inversé un rapport de force que l'on disait figé depuis 50 ans, et elle l'a fait sans aucune structure extérieure pour piloter l'opération. Cette double constatation, brute et chiffrée, constitue le premier un détail qui éclaire soudain la situation. Elle ferme la question ouverte au P1 en montrant comment deux temporalités, 48 heures contre 50 ans, se sont heurtées pour produire une rupture stratégique. Pour comprendre la logique de cette bascule, il faut revenir au jour qui précède l'aube du 2 octobre 2025. Dans les centres de renseignement maliens, les signaux faibles s'additionnaient, mouvements de motos, dépôts de carburant, communication codée, laissant présager une offensive majeure du GNIM. Contrairement aux décennies précédentes, aucun acteur local n'attendait validation internationale ou appui extérieur. À Ouagadougou, dans une salle nue servant de poste de commandement, Ibrahim Traoré réunit ses officiers et formula une consigne brève. « Nous définirons le champ de bataille ». Cette phrase, simple en apparence, fut le pivot qui déclencha une nouvelle dynamique régionale. Elle fixait une règle, l'action d'abord, l'interprétation ensuite, et elle ramenait la décision au plus près du terrain. La fatigue collective expliquait aussi ce tournant. Les missions étrangères avaient promis stabilité et expertise. Elles avaient laissé des villages détruits, des familles déplacées et plus de 2,5 millions de personnes déracinées. Les chiffres, omniprésents dans les rapports, ne traduisaient ni la lassitude, ni le besoin de dignité accumulé depuis des années. C'est dans cette brèche qu'apparut une certitude nouvelle. La victoire ne viendrait plus d'un soutien extérieur, mais d'une réinvention intérieure. À partir de là, la mécanique sahélienne se reconfigura discrètement. Le Burkina Faso structura les premiers réseaux chiffrés, Bamako affina la cartographie tactique, Niamey prépara les premiers drones d'essai. Loin des caméras, les équipes techniques burkinabées, nigériennes et maliennes bâtissaient un langage commun, souterrain mais cohérent. Le Sahel cessait d'attendre, il commençait à penser pour lui-même, avant d'agir pour lui-même. Au centre de cette mécanique nouvelle se trouvait une figure discrète mais structurante. Ibrahim Traoré, non pas en chef charismatique, mais en garant d'une cohérence qui manquait depuis des décennies. Son rôle ne tenait ni au discours flamboyant ni aux symboles, mais à une méthode sobre, réunir ses commandants dans une pièce presque vide, rappeler que partager la douleur signifiait aussi partager le commandement et replacer la responsabilité entre les mains de ceux qui affrontaient le terrain chaque jour. Les premiers effets apparurent presque immédiatement. Les communications, autrefois dépendantes de réseaux extérieurs, furent remplacées par un système chiffré conçu à Bamako. Les drones assemblés à Niamey commencèrent leur premier vol d'essai, offrant une maîtrise locale des couloirs aériens. Et les unités burkinabées
découvrir la sensation oubliée de conduire une opération qui leur appartenait vraiment. 2 exemples suffisent à illustrer cette transformation. Dans un village frontalier, les habitants cessèrent progressivement d'écouter les bulletins étrangers pour suivre les radios locales, comme si l'information redevenait un bien commun. À Tindiban, après une nuit de combat, les soldats burkinabés observèrent en silence les ruines des positions ennemies. Il n'y avait pas de célébration, seulement la prise de conscience qu'ils avaient effacé 20 ans d'humiliation en 48 heures. Ces scènes, modestes et sans emphase, montraient qu'un rapport au risque changeait à la fois dans la tête des soldats et dans celle des civils. Elles révélaient aussi une dynamique plus profonde. La victoire cessait d'être un spectacle pour redevenir une compétence, et cette compétence se construisait localement, pas ailleurs. La question centrale qui en découle, la souveraineté devient une pratique. À ce moment précis, l'élan initial se déclenche, la détonation initiale. L'aube du 4 octobre 2025 s'ouvrit sur un silence lourd, presque géométrique. Dans une tente posée près de la frontière nigérienne, les écrans vibraient faiblement sous l'afflux d'images codées. Les dernières signatures thermiques de l'ennemi dessinaient des ombres déstructurées sur le sable glacé. Aucun traducteur, aucun superviseur étranger, aucune voix extérieure pour ajuster l'allure. Juste une poignée d'officiers maliens, nigériens et burkinabés alignés autour d'un même protocole. À cet instant précis, Ibrahim Traoré observa la scène sans un mot. À 04h30, une phrase unique traversa les radios « Nous définissons le champ de bataille ». Le déclencheur était lancé. Il ne restait qu'à suivre le tempo qu'ils avaient eux-mêmes fixé. La montée fulgurante qui suit, 25 minutes plus tard, les premiers drones sahéliens conçus localement, testés discrètement, pilotés par des ingénieurs qui n'avaient jamais quitté leur sol, traversèrent les dunes. Leur vol était silencieux, leur trajectoire chirurgicale. Sur les moniteurs, les groupes ennemis apparaissaient comme des points mouvants, retenus dans un cadre strict. À 05 R00, les batteries SR5 burkinabés ouvrirent le feu, une salve, puis une autre, puis une troisième. Les motos ennemies furent pulvérisées, les dépôts de carburant incendiés, les tentes de commandement réduites en cendres. La manœuvre, préparée depuis des mois, s'était contractée en une seule séquence de précision. Le corridor d'évasion se referma. Les unités nigériennes avancèrent, pas selon un plan étranger, selon le leur, calibré pour le terrain et pour lui seul. La coordination atteignit un niveau inédit. Les drones maliens resserraient la NAS. Les images en direct optimisèrent les frappes. Les communications locales éliminaient les failles. La rapidité surpassait de loin les standards des décennies précédentes. L'effet de surprise était total. L'onde longue qui s'étend. L'onde longue. À midi, l'axe principal de l'ennemi était aveugle, coupé, désorienté, incapable de reconstituer une ligne de commandement cohérente. Les drones maliens verrouillaient les dernières poches de résistance. Les unités burkinabées progressaient en silence, guidées par une cartographie dynamique, mise à jour toutes les quelques minutes. Au sol, les traces de l'affrontement semblaient irréelles. Dunes perforées, motos calcinées, dépôts éventrés. Dans les villages, les habitants se réveillaient au bruit des explosions lointaines. Mais la peur avait changé de camp. Un murmure circulait. La terre elle-même se bat. À Tindiban, au crépuscule, la fumée recouvrait encore les ruines métalliques. Les soldats restaient immobiles, épuisés, lucides. Ils mesuraient ce qu'ils venaient de réaliser. En 48 heures, une inversion totale, pas un triomphe, une validation. La preuve qu'un protocole sahélien, pensé localement, pouvait surpasser les modèles importés. Cette onde de choc ne se limitait pas au champ de bataille. Elle modifiait la mémoire collective. Elle changeait les codes du commandement. Elle redéfinissait ce qu'un territoire pouvait faire sans attendre qu'on lui dise comment agir. Et, pour la première fois depuis longtemps, la méthode venait d'ici, pas d'ailleurs. Là, la situation de départ était connue. Pendant des années, les opérations sahéliennes mettaient plusieurs semaines entre la détection d'une menace et une riposte coordonnée, tandis que l'écart qui apparaît alors d'octobre 2025 montra qu'un délai réduit à 72 heures suffisait désormais pour lancer une offensive complète. Ce chiffre, simple mais massif, indiquait une transformation structurelle. Il révélait qu'une décision ancrée localement pouvait accélérer tout un cycle opérationnel.
Le premier élément tangible de cette mutation se trouvait dans la synchronisation militaire. Longtemps, les armées sahéliennes opéraient en silos, chacune dépendante d'intermédiaires techniques ou administratifs extérieurs. L'exemple d'octobre 2025 montre à l'inverse. Les drones maliens détectaient, les batteries burkinabées frappaient et les unités nigériennes verrouillaient le terrain sans qu'aucune structure exogène n'intervienne. Dans cette logique intégrée, un second chiffre s'imposa naturellement, plus de 120 positions ennemies neutralisées en moins de 2 jours. Ce total, loin d'être une démonstration de force brute, prouvait surtout l'efficacité d'une coordination construite sur des outils locaux parfaitement adaptés au terrain. Le troisième chiffre devint rapidement un argument central du débat international. Un taux de victimes civiles inférieur à 3%, un niveau exceptionnel dans une opération conduite sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Cette donnée contredisait les critiques, affirmant qu'une autonomie militaire sahélienne produirait fatalement chaos ou imprécision. Elle illustrait au contraire une discipline opérationnelle renforcée, appuyée sur des transmissions sécurisées et des images en temps réel. Enfin, un dernier repère rendait compte de l'ampleur territoriale de la manœuvre. 600 km² furent traités en moins de 48 heures. Ce périmètre, très supérieur à la moyenne des opérations sahéliennes précédentes, démontrait que la coordination régionale pouvait fonctionner à grande échelle sans dépendre d'architectures technologiques importées. Chaque kilomètre parcouru indiquait une même chose. Les armées locales n'étaient plus contraintes par des délais imposés ou des ressources extérieures incertaines. À l'arrière-plan, un facteur intangible mais décisif consolidait cette dynamique, l'autonomie cognitive. Les ingénieurs de Bamako, Niamey et Ouagadougou ne faisaient plus que recevoir des données. Ils les produisaient, les interprétaient et les exploitaient pour ajuster les actions tactiques. La maîtrise des réseaux chiffrés locaux permettait d'éviter les ruptures d'informations, d'accélérer les validations, de réduire les erreurs et d'orienter les frappes avec une précision jusqu'alors réservée à des acteurs extérieurs. Dans les salles de contrôle, cette nouvelle fluidité se traduisait par une confiance différente. Les opérateurs n'exécutaient plus des ordres conçus ailleurs. Ils validaient leurs propres décisions, fondées sur leurs propres outils. Ce changement, discret mais profond, expliquait pourquoi la perception du risque se modifiait si vite. Les soldats voyaient immédiatement les effets concrets de leurs actions sans attendre un retour distant. Dans ce système resserré, la présence d'Ibrahim Traoré jouait moins comme symbole que comme garant d'une logique interne cohérente. Il incarnait une règle simple. Les décisions stratégiques doivent rester entre les mains de ceux qui en assument les conséquences immédiates. C'est cette cohérence, plus que les chiffres eux-mêmes, qui donnait sens au basculement d'octobre 2025. Au final, les données quantitatives n'étaient que la surface visible d'un phénomène plus vaste, la réappropriation complète du cycle décisionnel de la détection à l'impact. Elle montrait qu'une région pouvait, en réorganisant ses propres ressources, transformer un paysage tactique réputé immobile en un système réactif, précis et localement maîtrisé. Deux visions, radicalement opposées, ont émergé après l'offensive d'octobre 2021. La première, largement relayée dans certaines capitales étrangères, avançait que la méthode sahélienne relevait d'une témérité dangereuse, un pari militaire risqué, susceptible d'entraîner une militarisation excessive du pouvoir politique. Selon cette perspective, le Burkina Faso, le Mali et le Niger auraient troqué la dépendance extérieure pour une centralisation interne potentiellement instable. Les critiques estimaient que cette approche, incarnée en partie par Ibrahim Traoré, pourrait isoler davantage la région, accentuer les tensions diplomatiques, voire provoquer un durcissement autoritaire présenté comme un geste de souveraineté. Face à cette analyse, un second point de vue, plus discret mais ancré dans les données observées sur le terrain, proposait une lecture totalement différente. Il rappelait que l'autonomie sahélienne n'était pas née d'un excès de bravoure, mais d'un long processus de saturation. Villages détruits, population déplacée, 2,5 millions de déracinés, lenteur structurelle des interventions étrangères. Ce courant soutenait que la manœuvre d'octobre 2025 ne relevait pas d'une escalade improvisée, mais d'un changement de méthode. Drones fabriqués localement, réseaux chiffrés conçus à Bamako, synchronisation pensée sur le terrain et non dans des bureaux lointains. Selon cette lecture, la rapidité
48 heures seulement pour renverser un rapport de force n'était pas une fuite en avant, mais le résultat logique de systèmes reconçus pour réduire les délais historiques entre alerte et réponse. La confrontation entre ces deux visions trouvait son véritable terrain d'arbitrage dans les chiffres issus de l'opération. Un taux de perte civile inférieur à 3% indiquait clairement que l'autonomie n'avait pas été synonyme de chaos. Les 120 positions neutralisées montraient que la coordination régionale pouvait atteindre une précision comparable aux standards internationaux, et les 600 km traités en 2 jours prouvaient que l'échelle opérationnelle n'était pas hors de portée. Le Stillman, ici, se construit ainsi. Même si les inquiétudes internationales ne sont pas infondées, les données concrètes montrent que l'opération sahélienne n'a pas validé les scénarios de dérive annoncés, elle révèle plutôt une réalité nouvelle, celle où la capacité locale, assumée collectivement, peut produire une efficacité rarement reconnue. Un pivot silencieux survient. À ce stade de l'offensive, quelque chose bascule non pas sur le champ de bataille, mais dans la manière même dont les acteurs sahéliens se perçoivent. La cohérence technique devient cohérence identitaire. Le protocole cesse d'être un outil. Il devient une preuve d'existence stratégique. Ce changement se voit mieux dans les scènes les plus discrètes. Dans un poste avancé, un jeune opérateur malien ajuste un flux vidéo sans attendre une validation extérieure, comme si ce geste simple résumait le nouveau rapport au risque. À Niamey, une équipe d'ingénieurs reprogramme un drone entre 2 survols, convaincue que l'outil qu'elle a construit doit répondre aux besoins du terrain, pas à ceux d'un bureau lointain. Et à Ouagadougou, les commandants réunis autour d'Ibrahim Traoré ne commentent plus la dépendance passée. Ils évaluent leur propre marge de manœuvre. Le Midpoint Reveal tient ici dans une idée précise. La victoire n'est plus seulement un résultat militaire, elle devient un espace où une région teste sa capacité à se définir elle-même. Ce que les observateurs extérieurs peuvent percevoir comme un simple succès tactique représente pour le Sahel une charnière psychologique où l'action locale recompose la manière de penser l'autorité. Le récit change alors de profondeur. Il ne s'agit plus de battre l'ennemi, mais de se prouver que l'on peut porter sa propre méthode jusqu'au bout. Les conséquences de la victoire d'octobre 2025 se sont d'abord manifestées à travers 4 dynamiques distinctes, chacune révélant comment une région longtemps dépendante a réinterprété son propre pouvoir d'agir. À ce stade, le repositionnement politique. Le premier effet visible fut la capacité des 3 membres de l'Alliance des États du Sahel à redéfinir leur place internationale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne se présentaient plus comme des sujets passifs, mais comme des acteurs capables d'assurer leur sécurité sans médiation extérieure. Les diplomates africains revinrent progressivement dans ces capitales, signe d'une reconnaissance renouvelée. Cette évolution n'était pas un geste symbolique, mais un changement structurel. Elle repositionnait les priorités sahéliennes au centre des agendas régionaux. Pour de nombreux responsables politiques, l'action coordonnée menée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré démontrait que la coopération locale pouvait primer sur les modèles importés. À ce stade, le retour des populations, plus de 2 millions de déplacés, commencèrent à regagner leurs villages. Les routes devinrent plus sûres, les terres agricoles recommencèrent à être cultivées et les écoles improvisées accueillirent les premiers groupes d'enfants. Ce retour ne signifiait pas la fin des difficultés. Il indiquait toutefois que la peur structurelle diminuait. Les familles, longtemps coincées dans des camps, retrouvaient un horizon concret. La reconstruction devenait un acte quotidien, fait de gestes simples mais lourds de sens. À ce stade, la redéfinition de l'identité. La victoire fut également un moment de recomposition identitaire. Plutôt que de se percevoir comme dépendants de structures internationales, les citoyens burkinabés, maliens et nigériens se reconnurent dans une souveraineté retrouvée. Les symboles nationaux, parfois usés par des années d'instabilité, retrouvèrent une fonction active. Les habitants voyaient leurs dirigeants non plus comme des gestionnaires de crise, mais comme les garants d'un projet propre. Cette reconquête intérieure ne se mesurait pas seulement en décisions politiques, mais en une fierté quotidienne. À ce stade, la renaissance locale. Dans les villages, la transformation prit une forme presque spirituelle. Les récits diffusés sur les radios locales évoquaient les ingénieurs qui avaient conçu les drones, les agriculteurs qui redémarrèrent les champs et les groupes qui avaient tenu leur position côte à côte.
Les villages cessaient d'être des espaces d'attente, ils devenaient des centres de décision collective. La solidarité, un temps affaibli par la guerre, reprenait chair. On y lisait la même conviction. La victoire n'avait pas été importée, elle avait été bâtie ici. Au croisement de ces 4 dynamiques, une idée s'imposait. La transformation militaire avait ouvert une transformation sociale et chacune amplifiait l'autre. Le Sahel découvrait que ses propres structures, longtemps sous-évaluées, pouvaient produire une stabilité durable lorsqu'elles étaient pensées depuis le terrain. À l'horizon des 6 à 12 mois, 3 trajectoires distinctes se dégagent pour le Sahel. Elles ne prédisent rien avec certitude, mais elles offrent un cadre pour comprendre ce qui pourrait se jouer, en fonction des choix politiques, logistiques et sociaux opérés par les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel. Le point commun entre c'est que se passe-t-il si la cohésion actuelle se maintient ou si elle se fissure. À ce stade, la consolidation pragmatique. Dans la trajectoire la plus probable, le Burkina Faso, le Mali et le Niger poursuivent leur coopération militaire telle qu'elle s'est démontrée en octobre 2025. Cette phase verrait la mise en place d'institutions régionales dédiées à la gestion des crises, au partage de renseignements et à la standardisation des protocoles opérationnels. L'économie se stabiliserait progressivement grâce à des réformes tournées vers l'autosuffisance, agriculture renforcée, exploitation mesurée des ressources naturelles, redynamisation locale. Cependant, cette avancée resterait fragile. La fatigue post-conflit, les tensions rurales et les transitions politiques pourraient ralentir la dynamique. À ce stade, l'expansion régionale. Dans la version haute, le modèle sahélien devient une source d'inspiration continentale. Les partenariats sud-sud se multiplient, cybersécurité, drones locaux, logistique militaire, communication chiffrée, ingénierie de terrain. Le Sahel se positionnerait alors comme un pôle stratégique africain capable de négocier avec les puissances extérieures selon ses propres termes. Les sanctions internationales s'allégeraient, tandis que des accords commerciaux mieux équilibrés verraient le jour. Ce scénario suppose une cohérence politique durable et une capacité à maintenir l'élan technique amorcé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. À ce stade, la fracture interne. La version basse repose sur une divergence entre les capitales sahéliennes. Rivalité administrative, pression extérieure, campagne de désinformation, fragilités économiques. L'unité de l'AES pourrait se fissurer, entraînant un retour aux anciennes dépendances sécuritaires. L'isolement diplomatique grandirait et les progrès actuels se transformeraient en récits figés plutôt qu'en méthodes durables. Dans cette hypothèse, la victoire militaire aurait servi de parenthèse, non de fondation. Recommandation de méthode. Face à ces 3 trajectoires, la posture la plus robuste consiste à raisonner en termes de cohésion interne. Chaque avancée doit être pensée comme un système à maintenir, pas comme un acquis. Le Sahel ne peut éviter les incertitudes, mais il peut organiser sa capacité d'adaptation. Les effets de la victoire sahélienne résonnent bien au-delà du champ militaire, car ils interrogent 3 types de publics qui observent la région avec des attentes très différentes. Chacun y projette ses propres inquiétudes, ses propres espoirs et parfois ses propres limites. Groupe A. Ceux qui doutent de la capacité africaine à l'autonomie. Pour ce public, souvent lassé par des décennies de dépendance structurelle, le renversement d'octobre 2025 agit comme une brèche dans un imaginaire figé. Il montre que l'action collective peut transformer des réalités considérées comme immuables. Ce groupe y voit une démonstration. Une région peut assumer ses choix sans perdre sa stabilité. Le rôle tenu par Ibrahim Traoré incarne cette idée de souveraineté rendue concrète. Groupe B, ceux qui cherchent des pistes de partenariat. Ici, l'enjeu n'est pas d'admirer, mais de comprendre comment accompagner. Pour ce public, acteurs économiques, institutions africaines, organisations régionales, l'opération d'octobre 2025 révèle un modèle qui privilégie l'initiative locale. La question devient alors, comment encourager un écosystème où drones, réseaux chiffrés et coordination régionale sont conçus et pilotés? Depuis la zone même, ils y voyaient une opportunité, soutenir ce qui fonctionne déjà, plutôt que prescrire depuis l'extérieur. Groupe C, ceux qui réfléchissent au modèle de souveraineté. Pour ce public, plus conceptuel, le Sahel pose un défi intellectuel.
Il montre que l'autonomie n'est pas une théorie, mais un ensemble de choix répétés, souvent discrets, parfois risqués. La victoire d'octobre 2025 devient alors un cas d'étude. Comment une région peut-elle se réapproprier son futur sans se couper du monde ? Les dynamiques sahéliennes invitent à repenser le rapport entre aide, responsabilité et innovation. À travers ces trois regards, un même fil apparaît. La transformation sahélienne offre autant un miroir qu'un horizon. Chacun peut y lire la possibilité de reconstruire ce qu'il croyait immobile. Pour transformer une victoire militaire en stabilité durable, le Sahel doit s'appuyer sur une feuille de route structurée, pensée comme un système où chaque étape sert d'appui à la suivante. L'objectif n'est pas de multiplier les promesses, mais d'installer une méthode mesurable, reproductible et suffisamment robuste pour résister aux pressions extérieures comme aux fragilités internes. À ce stade, consolider la défense locale. La première priorité consiste à former une nouvelle génération d'officiers sahéliens capables de planifier, décider et ajuster leurs opérations sans dépendre de modèles importés. La mesure clé devient le taux de réussite des formations et la rapidité de déploiement des unités sur le terrain. Ce socle prolonge l'approche introduite par Ibrahim Traoré. La décision doit rester au plus près de ceux qui en assument les conséquences. À ce stade, stabiliser l'économie immédiate, les anciens champs de bataille doivent être convertis en zones productives. L'indicateur central sera la croissance des secteurs agricoles locaux et la réduction des importations essentielles. Une économie enracinée localement limite l'exposition aux chocs extérieurs et renforce la cohésion sociale. À ce stade, accélérer la maîtrise technologique. Les drones locaux, les réseaux chiffrés et la cartographie dynamique doivent devenir des standards régionaux. On mesurera cette étape au nombre de technologies conçues et déployées dans les capitales sahéliennes. L'innovation ne doit plus être un privilège importé, mais une capacité interne. À ce stade, reconnecter les communautés. Des programmes d'échange civils et culturels entre les villages frontaliers permettront de réduire les tensions héritées de la guerre. Le succès se liera dans le nombre d'initiatives locales durables et dans l'augmentation du sentiment d'appartenance régionale. À ce stade, institutionnaliser la souveraineté. Un conseil permanent de l'AES, chargé de la gestion des crises et de la diplomatie, doit devenir l'organe central de la stabilité future. Sa performance se mesurera à sa capacité à maintenir l'unité et à résoudre les crises sans ingérence extérieure. Dans la petite salle nue de Ouagadougou évoquée plus tôt, celle où les murs ne portaient ni drapeau ni emblème, la transformation du Sahel avait déjà commencé avant même la première frappe. C'est dans cet espace dépouillé que les commandants avaient appris à partager non seulement leurs tâches, mais leurs responsabilités communes, suivant la ligne discrète tracée par Ibrahim Traoré. La victoire militaire n'a fait que révéler ce qui s'y jouait en profondeur, un changement intérieur, tissé de gestes sobres et de certitudes nouvelles. On retrouve ce même élan dans les villages revenus à la vie, dans les chants qui reprennent leur souffle, dans la voix des jeunes ingénieurs qui racontent comment leurs drones maison ont tenu face à l'épreuve. Chaque détail renvoie à ce moment fondateur où une méthode, patiente et tenace, avait remplacé l'attente fataliste. Le Sahel n'a pas triomphé par fracas, mais par cohérence. C'est cette cohérence silencieuse et persistante qui relie les soldats de Tindiban aux habitants des plaines et aux équipes techniques de Bamako. Elle montre qu'une région peut se relever sans renier ses fragilités, à condition de croire en la valeur de ses propres outils. La dignité devient une force. Cette phrase, simple et sans emphase, résume l'essence de ce renversement. La souveraineté n'est plus une rêverie, mais une pratique quotidienne. La transformation du Sahel, telle qu'elle s'est révélée en octobre 2025, dépasse la seule réussite militaire. Elle propose un modèle où la responsabilité locale devient la clé de toute reconstruction durable. Dans les villages qui se relèvent, dans les ateliers où se construisent les premiers drones régionaux, dans les places où les habitants redécouvrent leur propre voix, on voit naître une manière différente de penser l'avenir. Ce mouvement n'appartient ni au discours officiel ni aux analyses lointaines, mais à ceux qui vivent chaque jour les conséquences de leurs choix collectifs.
L'expérience sahélienne rappelle que l'autonomie n'est pas une rupture avec le monde, mais une manière de s'y tenir debout. Elle montre aussi qu'un leadership discret, comme celui exercé par Ibrahim Traoré, peut servir d'appui sans effacer la force des initiatives locales. Si le Sahel inspire aujourd'hui autant d'attention, c'est parce qu'il illustre une idée simple. Un territoire peut se redéfinir lorsqu'il cesse d'attendre une permission extérieure. Reste alors une question ouverte, adressée à chacun. Quel modèle d'indépendance souhaitez-vous voir émerger dans le monde et comment pourrait-il redessiner votre propre manière de regarder l'avenir ?